Oui, donc bonjour. Tout d'abord, je suis ravi d'être ici et d'assister à ce symposium que je trouve particulièrement intéressant. Et je remercie Ken et Alain de m'avoir invité à présenter un certain nombre de nos travaux sur la neuroprotection de l'interface en LCR dans le cerveau en développement. Alors cette présentation va être sans doute un petit peu atypique pour vous parce que je ne vais pas parler de pathologie en fait, sauf dans les deux dernières diapositives de perspectives de travail. J'aurais commencé par dire que le cerveau est peut-être le seul organe qui possède son propre système de circulation, la circulation du liquide céphalorachidien. Nous savons tous que le liquide céphalorachidien circule dans les ventricules du cerveau, et puis il atteint les espaces sous-arachnoïdiens qui entourent l'intégralité du cerveau, mais également l'ensemble des citernes du cerveau, les citernes à lame terminale, les citernes ambiantes, les citernes optiques, la cisterne à magna, etc. Et il y a un volume relativement important de ce liquide céphalorachidien dans ces différentes citernes. Et ce qui fait que le liquide céphalorachidien est en contact avec de nombreuses structures, notamment au niveau du cerveau moyen, mais également l'hippocampe au niveau du système nerveux central. Chez l'animal, lorsque l'on prélève le cerveau dans des conditions qui permettent de préserver les volumes liquidiens, on peut très facilement voir ces différentes citernes sur des simples coupes, comme ici la citerne ambiante qui est localisée au niveau du colliculus, enfin, par exemple ici entre le colliculus supérieur et l'hippocampe. Ça, c'est chez l'adulte. Dans le cerveau en développement, le volume de liquide céphalorachidien est encore plus important que chez l'adulte. Il atteint plus de 20% ici chez un animal qui est un rat à 2 jours de AP2, donc 2 jours après la naissance. J'ai montré en pointillé ici la délimitation de la cavité crânienne, ici également. Donc on voit là, sur cette tranche de cervelet, ici la médulla, on voit le 4e ventricule. Et tout ce qui est autour, qui apparaît un peu rougeâtre, là, c'est du liquide céphalorachidien. Même chose ici, où on voit les colliculi du cerveau, l'aqueduc et tout ce liquide céphalorachidien qui entoure l'intégralité du cerveau. Alors d'où vient ce liquide et par quoi est-il produit? Il est produit donc par les plexus choroïdes, on l'a dit. Il existe 4 plexus choroïdes, 2 dans le ventricule latéral, 1 dans le 3e ventricule, 1 dans le 4e ventricule. Et ces plexus choroïdes ont une structure très particulière. Ils sont organisés en bouquets, en nombreux bouquets, comme celui-ci. C'est un pris d'un plexus choroïde adulte humain. Et chaque bouquet est constitué de nombreux villi choroïdiens, et chaque villus est organisé sous forme d'un épithélium qui entoure un stroma qui est vascularisé, comme indiqué ici sur ce schéma. Donc un épithélium qui entoure un ou plusieurs vaisseaux qui sont très larges et fenêtrés. Alors ces plexus choroïdes développent une surface d'échange extrêmement importante, d'une part par leur organisation en bouquet et en villi, et d'autre part parce que les cellules épithéliales du plexus choroïde développent des membranes basolatérales, des interdigitations basolatérales qui augmentent fortement la surface basolatérale, et ils ont une bordure ambreuse apicale. Donc tout ceci contribue à une surface d'échange extrêmement importante entre d'une part le sang et d'autre part le liquide céphalorachidien. Néanmoins, cet échange, les échanges entre le sang et le LCR sont très régulés, parce que le plexus choroïde fait partie des interfaces du cerveau, donc des barrières du cerveau, au même titre que la barrière hémoencéphalique localisée au niveau des cellules endothéliales des microvaisseaux cérébraux. Et ils ont ceci de particulier, c'est que toutes les cellules épithéliales du plexus choroïde sont jointes par des jonctions serrées. Entre chaque cellule, il y a des jonctions serrées, donc qui donnent son phénotype de barrière à cette structure. Alors on peut quand même noter la différence entre le plexus choroïde et la barrière hémoencéphalique, c'est que la barrière est localisée au niveau de l'endothélium, alors qu'au niveau du plexus choroïde, les vaisseaux sont fenêtrés, ils sont très perméables, et la barrière est quelque part déplacée au niveau de l'épithélium. Alors pourquoi s'intéresser au plexus choroïde au cours du développement? Tout d'abord parce que le plexus choroïde se développe très tôt au cours du développement. Le plexus choroïde du 4e ventricule d'abord, puis du ventricule latéral, puis du 3e ventricule. Chez l'homme, ils apparaissent à 7 semaines après 7 semaines de gestation. À partir de 7 semaines de gestation, on voit ici le plexus choroïde du ventricule latéral qui apparaît à 6 semaines et demie. À 7 semaines, il commence à être déjà bien différencié et bien développé. Sur cette coupe que j'ai prise ici d'un fœtus humain à 10 semaines, on voit toute cette masse ici rosâtre qui apparaît, ce sont les plexus choroïdes de ventricule latéral, ici et là, avec son épithélium caractéristique. On voit également les bouquets terminaux du 4e ventricule sur cette coupe qui apparaissent.
Et à terme, les plexus restent bien proéminents dans les ventricules, et ils ont un phénotype qui est tout à fait, morphologique, qui est tout à fait caractéristique d'un plexus choroïde adulte. Alors, quelles sont les fonctions potentielles qu'on peut attribuer au plexus choroïde au cours du développement? On en a déjà un petit peu parlé avec la présentation précédente. Bien entendu, il a un rôle dans la sécrétion du LCR, mais il faut savoir qu'il y a une très forte augmentation de la sécrétion du LCR, de la vitesse de sécrétion du LCR à peu près à la naissance. Et donc, au cours du développement prénatal, cette sécrétion reste limitée. Ils ont un rôle, ces plexus choroïdes, a priori important dans soit le transport, soit la synthèse et sécrétion de polypeptides neuroactifs et d'hormones. Alors par là, on a eu un bel exemple tout à l'heure d'un polypeptide neuroactif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand je pense aux hormones, je pense par exemple à la synthèse de transthyrétine qui aide à l'apport des hormones thyroïdiennes au cerveau, également à différents facteurs de croissance ou à des molécules de guidance axonale, par exemple. Ils ont également un rôle d'apport de nutriments et de micronutriments au cerveau, particulièrement dans les stades où la vascularisation cérébrale est encore relativement très faible, et également un apport de protéines au liquide céphalorachidien. Ils ont probablement un rôle important de régulation neuroimmunitaire. On est intéressé par ça. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que ce sont des notions qui commencent à devenir un petit peu plus caractérisées en ce qui concerne le plexus choroïde adulte, et on ne sait pratiquement rien de ce qui se passe au niveau de la régulation neuroimmunitaire à la barrière sang et LCR dans l'animal en développement. Mais je pense que c'est quelque chose qui nécessite d'être regardé plus en détail. Et enfin, ces plexus choroïdes ont un rôle de neuroprotection. Alors, j'entends par neuroprotection non pas la synthèse de composés qui peuvent, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peuvent protéger un neurone, mais neuroprotection dans le sens où ils sont les gardiens d'un environnement liquidien qui est nécessaire au fonctionnement normal du cerveau. Alors, pourquoi on pense ça et pourquoi on s'intéresse à ça ? C'est parce qu'il existe un dogme qu'on trouve régulièrement dans la littérature, encore actuellement, qui dit que les barrières entre le sang et le cerveau sont immatures à partir des stades embryonnaires et jusqu'à des stades postnatals parfois avancés. On dit ça encore très souvent. Et donc le cerveau ne serait pas protégé par les barrières qui seraient immatures au cours du développement. Et moi, ça m'a toujours causé un problème parce qu'on a du mal à imaginer comment le cerveau peut se mettre en place, se différencier et maturer dans un environnement qui n'est pas strictement contrôlé. C'est pour ça qu'on a voulu essayer de comprendre quelle était l'efficacité de la barrière sang-LCR à protéger l'environnement neural durant la maturation cérébrale. Et on s'intéresse plus particulièrement à la période périnatale, parce que c'est une période qui est à haut risque pour des stress de nature oxydative, infectieuse ou inflammatoire. Alors, mais d'abord, qu'entend-on par fonction de neuroprotection de la barrière sang liquide céphalorachidien? Pour moi, c'est une conjonction de trois mécanismes. D'une part, évidemment, la présence de jonctions serrées qui vont limiter le passage paracellulaire de nombreux composés hydrosolubles présents dans le sang. À ceci s'ajoutent des transporteurs d'efflux que l'on dit multispécifiques et qui vont donc empêcher la pénétration, qui vont donc soit empêcher la pénétration dans le liquide céphalorachidien de composés qui sont suffisamment liposolubles pour pouvoir passer des barrières facilement, et qui peuvent être potentiellement toxiques. Et donc ces transporteurs vont en permanence les refluer dans le compartiment non central de manière à ce qu'ils ne puissent pas pénétrer en concentration suffisante en concentration significative dans le liquide céphalorachidien. Également des transporteurs d'efflux qui peuvent être localisés à l'autre membrane et qui vont en permanence pomper des composés potentiellement délétères du liquide céphalorachidien vers le sang. Et ces composés délétères peuvent être soit des toxines de l'environnement, évidemment, mais également des composés endogènes qui, en quantité trop élevée, peuvent générer des problèmes d'ordre physiopathologique. Enfin, il existe des enzymes que l'on appelle des enzymes de détoxification qui vont prendre en charge des composés électrophiles, réactifs, qui vont les transformer en composés inactifs. Et c'est donc un mécanisme de détoxification qui existe chez l'adulte au niveau du plexus choroïde, mais qui est également une propriété, au moins partiellement, de l'épendyme qui borde les ventricules cérébraux. Alors, qu'en est-il de ces différentes fonctions au cours du développement ? Des travaux avaient été réalisés par l'équipe de Sanders en Australie
ils ont utilisé des traceurs de poids moléculaire 3000 à peu près, les ont injectés dans le sang et se sont rendus compte que les traceurs dans le plexus choroïde peuvent diffuser en partie entre les cellules, mais ils sont arrêtés ici par les jonctions qui ont donc l'air d'être serrées. Alors, ça fait 3 ans qu'on collabore avec ce groupe maintenant. On a repris ces travaux en utilisant des poids moléculaires beaucoup plus petits, d'ordre 300. Et qu'on les met de côté sang ou qu'on les met de côté liquide céphalorachidien, ces traceurs ne passent pas la jonction serrée entre les cellules épithéliales. Et donc ceci, alors là on est chez le rat à E15, donc bien avant la naissance. Et ceci montre donc qu'il y a bien une restriction de la diffusion paracellulaire dans le liquide céphalorachidien à ces stades précoces de développement. Quel est le degré de complexité de la composition moléculaire des jonctions serrées? C'est quelque chose qu'il faut regarder parce que la jonction serrée est une structure relativement complexe qui est formée d'un certain nombre de protéines intercellulaires qui interagissent entre elles et qui sont reliées au cytosquelette de la cellule par des protéines intermédiaires qu'on appelle des ZO pour zonulae occludens. Mais ces protéines qui forment vraiment la barrière ici sont l'occludine d'une part et l'éclodine. En fait, il existe un grand nombre de claudines, 24, et du type d'homo ou d'hétérodimères qui sont formés entre ces différentes claudines va dépendre la qualité et l'efficacité de la jonction serrée. Alors, il faut savoir que des claudines, on peut les diviser en 2 groupes. Il y a des claudines que l'on appelle sealing, donc qui sont vraiment qui contribuent à fortement sceller la jonction. Je ne sais pas comment on peut dire sealing en français. Et qui sont par exemple la claudine 1, la claudine 3 ou la claudine 5, qui est bien connue comme étant présente au niveau de la barrière. Et il existe des claudines qui sont dites channel forming, donc qui peuvent former des canaux. Ce sont des claudines qui vont sceller la jonction, mais en plus elles vont former des canaux qui vont être extrêmement sélectifs à certains cations, pour certaines à certains anions, et pour la claudine 2, on pense qu'elle peut également pouvoir faire passer de l'eau. Alors on a regardé ces différentes claudines au niveau des plexus choroïdes par PCR quantitative. Vous avez ici sur ce graphe les plexus choroïdes du ventricule latéral, ceux du 4e ventricule. Par comparaison, les plexus choroïdes du parenchyme cérébral, ici le cortex. Ceci au stade 19, P2, P9 adulte. Et vous avez ici des capillaires cérébraux isolés du cerveau à P9 et chez l'adulte, donc qui représentent les claudines au niveau de la barrière hémoencéphalique. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ce type de données? On s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses claudines qui étaient exprimées au niveau du plexus choroïde. Là, on peut voir ici donc la claudine 1, la claudine 2, la claudine 3 sont fortement exprimées dans les plexus choroïdes par rapport au cortex. Et par ailleurs, en ce qui concerne la claudine 1 et la claudine 3, la claudine 2, j'y reviendrai après, elles sont particulièrement bien exprimées dans le cerveau en développement dès avant la naissance. Ce ne sont pas les seuls. Alors, en plus, ces claudines sont bien localisées de manière continue à l'épithélium du plexus choroïde et elles forment une ceinture complète autour de chaque cellule, ce qui est un prérequis pour qu'elles puissent assurer leur fonction de barrière fonctionnelle. C'est vrai, donc dès E19 ici, et même avant, en fait, pour la claudine 1 et pour la claudine 3. On a également mis en évidence de nouvelles claudines qui n'étaient pas décrites auparavant, du moins qui étaient connues uniquement comme étant présentes dans le rein. Et en particulier la claudine 19, qui est fortement exprimée dans les plexus choroïdes, toujours particulièrement dans la période périnatale, et qui, comme les autres, est bien localisée en apical au niveau de l'épithélium choroïdien, et non pas au niveau des vaisseaux pénétrants. On a également un certain nombre d'autres claudines, comme les transcripts de la claudine 6, 9 et 22, qui sont sélectivement enrichis dans ces plexus choroïdes. Il y existe quand même une régulation développementale de certaines claudines, et je montre ici comme exemple la claudine 2, dont on voit qu'elle est très faiblement exprimée à E19, qu'elle augmente un peu à P2, mais qu'elle est beaucoup plus fortement exprimée chez l'adulte, par exemple. Alors que ceci corrobore les résultats obtenus par PCR, en fait, où on voit l'augmentation de la claudine au cours du développement. Et alors que la claudine 3, elle, a un profil développemental complètement inverse. Elle est beaucoup plus fortement exprimée avant la naissance qu'à l'état adulte. Alors, je rappelle que la claudine 3 est une protéine qui est dite sealing, donc qui est vraiment capable de fermer fortement la jonction, alors que la claudine 2 est une pore-forming claudine.
Donc, cette différence entre les claudines qui scellent les jonctions strictement et les claudines qui sont capables en plus de former des pores est remarquée également dans le fœtus humain. Donc c'est vrai également chez l'homme, pas uniquement chez l'animal. On voit ici le marquage de la claudine 1 qui est parfaitement péricellulaire dès 8 semaines de développement chez l'homme, ce qui est quand même très précoce, alors que pour la claudine 2, il faut attendre beaucoup plus longtemps. Ici, on a un marquage pratiquement à la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de cette analyse des claudines dans les plexus choroïdes? On conclut qu'il y a un patron d'expression des claudines qui forment les jonctions serrées du plexus choroïde en période prénatale qui est extrêmement complexe et que ceci explique l'efficacité de ces jonctions à prévenir tout passage paracellulaire, à la fois des larges mais également des petites molécules dans le liquide céphalorachidien. Et qu'on a pu voir sur l'exemple de la claudine 2 qu'il semble qu'il y ait des mécanismes de transport qui soient stades spécifiques au cours du développement et qui font intervenir des claudines. On a donc là un mécanisme qui n'est pas du tout une question d'immaturité, sinon toutes les protéines scellantes seraient également non présentes, mais un mécanisme qui est bien spécifique de certains stades de développement. Qu'en est-il maintenant des mécanismes de transport et de détoxification du plexus choroïde au cours du développement? Alors là, je dois faire un rapide rappel sur ce que l'on appelle la détoxification. C'est un mécanisme qui a lieu essentiellement au niveau du foie. C'est un mécanisme extrêmement important parce qu'il permet à l'organisme de pouvoir se débarrasser de toutes les toxines présentes dans l'environnement et tous les composés que l'on appelle xénobiotiques, donc qui ne sont pas des nutriments, qui ne nous sont pas nécessaires, mais qui sont présents dans notre environnement, dans nos additifs alimentaires, dans notre nourriture. Et c'est le foie qui est en charge donc de ce métabolisme de détoxification. Et le principe est le suivant: des composés qui peuvent être donc potentiellement toxiques présents dans l'environnement vont être métabolisés par des enzymes dites de fonctionnalisation ou par des enzymes de conjugaison, ou par les deux si nécessaire. Donc on a la formation de métabolites intermédiaires qui sont hydroxylés par exemple, puis des processus de conjugaison qui vont conduire donc à des conjugués à des composés qui sont polaires, et ces conjugués sont généralement inactifs, ils sont polaires, ils sont facilement éliminables de l'organisme. C'est comme ça que l'organisme peut se débarrasser de tous les xénobiotiques dont il n'a pas besoin pour exister. En fait, donc ça, c'est un mécanisme qui existe principalement au niveau du foie, et ça fait depuis maintenant de nombreuses années, en fait, on avait pu mettre en évidence que dans le plexus choroïde, du moins chez l'adulte, il existait un certain nombre de ces enzymes qui étaient présentes, donc qui étaient exprimées dans ce tissu, et ces enzymes, pour certains, atteignaient des taux qui correspondaient aux taux que l'on retrouvait dans le foie. Donc vraiment des capacités qui avaient l'air d'être très importantes de métabolisme des xénobiotiques et de détoxification. Par exemple, pour l'époxydhydrolase, qui est une enzyme qui va détoxifier beaucoup de molécules de type époxyde, qui sont des molécules typiquement cancérigènes. Également la glutathion peroxydase, qui va détoxifier l'eau oxygénée, mais également de nombreux autres peroxydes. Et des enzymes de conjugaison à l'acide glucuronique, ce sont les UDP glucuronosine transférases, conjugaison au sulfate, ce sont les sulfotransférases, et conjugaison au glutathion, ce sont les glutathionestransférases. J'ai oublié de dire ici que ces conjugués, une fois formés dans la cellule, doivent être exportés de la cellule par des transporteurs, et le plexus choroïde est équipé en un certain nombre de transporteurs. Je vais me concentrer particulièrement sur ces glutathionestransférases aujourd'hui. Ce sont donc des enzymes qui vont conjuguer des composés électrophiles à du glutathion réduit pour conduire donc à la formation d'un glutathion conjugué. C'est un mécanisme très efficace de détoxification de composés qui peuvent être endogènes ou exogènes, qui sont très réactifs, et de produits du stress oxydatif. Il faut savoir que ces glutathionestransférases font partie d'une grande famille multigénique qui contient un certain nombre de sous-familles. Il y en a alpha, mu, pi, θ, zeta, epsilon, il y en a une kyrielle. Mais les trois plus importantes sous-familles qui participent à ces mécanismes de détoxification sont alpha, mu et pi. Alors on a réalisé une analyse de nouveau par PCR quantitative de ces différentes isoformes dans les plexus choroïdes au cours du développement. Plexus choroïde que l'on voit ici, en comparaison avec des structures cérébrales comme l'hypothalamus ou comme le cortex, et de nouveau les capillaires cérébraux. Et en parallèle, on a fait cette même analyse dans le foie des animaux.
On s'aperçoit, alors je vais vous présenter ici l'exemple de la GST mu2. On s'aperçoit sur cet exemple que cette GST est faiblement exprimée dans le foie à la naissance et qu'à P9 également, et qu'elle augmente fortement évidemment chez l'adulte. Il y a donc vraiment un profil développemental caractéristique qui signe une certaine immaturité du foie à la naissance. Dans les plexus choroïdes, on remarque que d'abord, cette forme est essentiellement présente dans les plexus choroïdes par rapport aux autres structures cérébrales, et deuxièmement, qu'elle est déjà très fortement exprimée à la naissance, à des taux qui sont qui sont proches des taux que l'on retrouve dans le foie, dont je rappelle que c'est l'organe de référence pour le métabolisme, dans le foie adulte. Je vous ai parlé de l'épendyme tout à l'heure. On a réalisé le même type d'expérimentation sur l'épendyme en microdisséquant l'épendyme. Donc voilà, des épendymes microdisséqués, on en a extrait l'ARN et réalisé une analyse par PCR des ARN obtenus de cet épendyme donc le long des ventricules, en comparaison avec du tissu cérébral adjacent. Et à titre d'exemple, je vais montrer cette fois-ci la glutathionestransférase mu1. On s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus fortement exprimée dans l'épendyme qu'elle ne l'est dans le tissu adjacent, et que d'une part, et que d'autre part, elle est déjà très bien exprimée à la naissance chez l'animal. Ici, il s'agit du rat. Alors, pour faire court, j'ai ici résumé les résultats globaux qu'on a obtenus. On peut dire que dans les plexus choroïdes, comme dans l'épendyme, on a un profil une présence de glutathion-S-transférase, des différentes isoformes de glutathion-S-transférase, qui sont assez similaires à ce que l'on peut observer dans le foie, avec beaucoup de forme M1, de forme M2, de format 3. Et on a également certaines glutathion-S-transférases qui ont l'air d'être spécifiques du plexus choroïde, comme Pi1, et pour l'épendyme de la forme M6. Mais globalement, donc, une forte capacité, a priori, à conjuguer au glutathion. Et, chose importante, ces enzymes au niveau du plexus choroïde et de l'épendyme sont déjà fortement exprimées chez l'animal en développement, alors que ça n'est pas le cas pour le foie, où les niveaux d'expression sont très faibles à l'animal à la naissance. C'est très bien, donc on a ces enzymes, mais maintenant, fallait-il encore démontrer qu'ils pouvaient être efficaces pour conjuguer, pour pouvoir protéger le cerveau en développement. Alors, pour essayer de répondre à cette question-là, on a essayé de développer un modèle où il n'y aurait pas de conjugaison au glutathion au niveau des plexus choroïdes, pour voir quel effet ça pouvait avoir sur le cerveau. Pour ça, on a vu la redondance des différentes isoformes, l'overlapping, je ne sais pas comment on dit en français, des différentes isoformes avec une faible spécificité de substrat. On a plutôt opté par un processus qui permet de réduire très fortement la concentration en glutathion dans les plexus choroïdes. Donc on a établi un protocole qui permet de réduire de plus de 90% la quantité de glutathion, donc le cofacteur nécessaire au fonctionnement de l'enzyme dans les plexus choroïdes, alors qu'il reste encore 40% de glutathion dans le reste du cerveau. Comme attendu, ce traitement n'a pas d'effet sur l'activité enzymatique elle-même. Il n'y a donc pas de conjugaison dans le plexus par manque de glutathion et non pas parce que l'activité enzymatique, d'une manière ou d'une autre, aurait été altérée. En utilisant ce modèle, on a étudié la perméabilité entre le sang et le liquide céphalorachidien d'un composé qu'on appelle le CDNB, chlorodinitrobenzène. C'est un composé halogéné, chloré, donc en fait, qui est toxique. C'est un intermédiaire de synthèse utilisé dans l'industrie. Mais il présente pour nous l'avantage d'être un substrat de glutathion-S-transférase qui est pris en charge par à peu près l'ensemble des isoformes de glutathion-S-transférase. C'est donc une sorte de substrat global qui permet de tester l'ensemble des capacités de glutathion. Ce n'est pas dépendant d'une isoforme ou d'une autre. Et par ailleurs, ce composé a l'avantage également de pouvoir détecter assez proprement à haute sensibilité par chromatographie liquide haute performance. On s'aperçoit que chez les animaux contrôle, donc on est ici à un animal à P3, jusqu'à des concentrations, donc on perfuse ce composé en intracardiaque, jusqu'à des concentrations de 200 micromolaires dans le perfusat, on n'a pratiquement pas de détection du composé dans le liquide céphalorachidien, qui est donc prélevé par microsampling chez ces animaux et ensuite analysé par HPLC. Et quand on monte les concentrations à 500 micromolaires, on commence à le voir apparaître très légèrement, mais très faiblement. Chez les animaux pour lesquels il n'y a plus de glutathion dans le tissu choroïdien,
on s'aperçoit qu'on peut très facilement détecter le chlorodinitrobenzène donc dans le liquide céphalorachidien dès la concentration dans le perfusate de 200 micromolaires, et que cette concentration augmente proportionnellement quand on utilise des concentrations à 500 micromolaires, avec une augmentation par rapport aux doses détectées chez les hémocontrôles qui est d'un facteur 30. Ceci montre donc qu'il y a bien une barrière, ça montre que in vivo, en fait, qu'il y a bien une barrière enzymatique qui est dépendante du glutathion, qui protège le liquide céphalorachidien de composés circulant dans le sang de ces animaux. Très bien, donc on a une barrière, ça veut dire qu'il y a un métabolite qui est formé. Que devient le métabolite? Qu'en est-il de ce métabolite? Alors pour répondre à cette question, on a utilisé un autre substrat qu'on appelle le MCB, qui est un peu plus compliqué à travailler, surtout dans les fortes concentrations, mais qui présente l'avantage de générer un métabolite conjugué qui est fluorescent. Donc on peut suivre ce métabolite. Alors, lorsqu'on met ce composé au contact, on expose le plexus choroïde à ce composé, on s'aperçoit très rapidement l'apparition d'une fluorescence dans l'épendyme du plexus choroïde, ce qui est logique puisque le composé est conjugué. Et très rapidement, cette fluorescence disparaît. On voit qu'elle est déplacée dans ce que semble être ici le stroma du plexus choroïde avec les vaisseaux circulant à l'intérieur. Il semble donc que ce conjugué qui est produit par les cellules épithéliales soit éliminé côté basolatéral dans le stroma du plexus choroïde. Alors pour essayer de préciser ce mécanisme des flux, on a utilisé un modèle cellulaire de la barrière sans liquide céphalorachidien qu'un chercheur chez nous a mis au point il y a déjà une dizaine d'années et qui est constitué de cellules épithéliales de plexus choroïde qui sont cultivées sur un filtre microporeux. Ce système donc permet de reproduire un système à deux chambres avec un pôle apical qui mime le liquide céphalorachidien et un pôle basolatéral qui mime le sang. Donc, ce modèle a été validé par diverses expérimentations. Évidemment, il contient les GST. Et ici, je montre à titre d'exemple l'expression de la claudine 1 péricellulaire qui montre le maintien des jonctions serrées dans ce modèle. Alors, en utilisant ce modèle, on a mis les cellules en contact avec le MCB, qui est métabolisé en passage. Il n'apparaît donc pas dans l'autre compartiment. Et on s'aperçoit que le métabolite qui est analysé dans les deux compartiments est sécrété à la fois en pôle apical et basolatéral, mais de manière beaucoup plus prominente dans le compartiment basolatéral que dans le compartiment apical, lorsqu'on expose les cellules à une concentration de 5 micromolaires en MCB. Lorsqu'on expose les cellules à une concentration de 50 micromolaires en MCB, de manière à accélérer la production enzymatique du métabolite, on s'aperçoit que la sécrétion du conjugué, donc du métabolite, n'augmente pas au pôle apical, mais par contre, elle augmente fortement au pôle basolatéral. Donc, ce qu'on peut conclure de ce type de manip, c'est qu'il existe un efflux polarisé du conjugué qui est essentiellement, se passe essentiellement au niveau basolatéral par un mécanisme de transport qui est à haute capacité. Et il existe également un mécanisme qui est de meilleure affinité, de forte affinité au niveau apical, mais qui est de faible capacité. Pourquoi forte affinité? Parce qu'il est déjà saturé à la concentration de 5 micromolaires. Très bien, donc en fait, ces résultats montrent donc que le mécanisme de barrière enzymatique dans le cerveau néonatal fait appel à un mécanisme couplé de conjugaison lié à un mécanisme d'efflux qui renvoie le métabolite dans le sang circulant, empêchant donc le système de pouvoir, la molécule de pouvoir pénétrer dans le liquide céphalorachidien. Alors, quelle est l'identité de ce transporteur qui élimine le conjugué du côté sang? On a de bons arguments pour penser qu'il s'agit d'un transporteur de la famille ABCC, ABC pour ATP Binding Cassette transporteur. Il existe un certain nombre de transporteurs qui sont dépendants directement d'ATP, qui catalysent des mécanismes d'efflux. Alors on pense que c'est bien ce transporteur, probablement ABCC1, qui est impliqué, d'une part parce qu'on a des évidences, je ne vais pas vous les présenter là, par une série de manips d'inhibition avec des inhibiteurs plus ou moins sélectifs. D'autre part parce que cette protéine ABCC1 ou MRP1 est très fortement exprimée dans les plexus choroïdes. C'est son site majeur de localisation. Par rapport on voit au niveau total, au niveau que l'on peut retrouver dans le cortex, on a un petit peu aussi dans l'astrocyte ou dans la barrière hémoencéphalique. Ceci est vrai chez l'animal comme chez l'homme. Et également parce que cette protéine est bien exprimée au pôle basolatéral des cellules épithéliales, d'une part,
et d'autre part, elle est déjà fortement exprimée à la naissance dans les plexus choroïdes. Ici, il s'agit de quantification par Western blot, enfin de quantification de la protéine par Western blot quantitative, hein, pas de PCR. Voilà. Donc jusqu'à présent, on a vu que les jonctions serrées étaient efficaces en période périnatale et même avant, que ces mécanismes de détoxification enzymatique, en tout cas liés au glutathione transférase, étaient fonctionnels également, et que ce transporteur-là, a priori, impliquait MRP1. Mais en fait, il faut savoir, en regardant la littérature, qu'il y a un certain nombre d'autres transporteurs qui sont susceptibles de catalyser des réactions, des mécanismes de transport des flux multispécifiques. J'insiste sur le terme multispécifique parce que si on a affaire à un transporteur qui est monospécifique, un substrat, il ne peut pas participer à des mécanismes de détoxification qui, par définition, doivent s'adresser à toute une série de composés qui sont structurellement très divers. Donc ces transporteurs multispécifiques, en fait, au niveau du foie ou au niveau du rein, il en existe un certain nombre, et notamment donc, des transporteurs des familles ABC. On a vu l'exemple de MRP1, mais en fait, il existe de nombreux autres MRP dans cette famille ABC, et il existe d'autres transporteurs, notamment de la famille ABCB et ABCG, qui sont également multispécifiques et qui peuvent prendre en charge des composés toxiques. Il existe également d'autres transporteurs, bien entendu, il y en a toute une kyrielle, mais dans les familles des solid carriers, probablement des transporteurs qui sont plutôt localisés du côté interne de ces cellules barrières, on trouve 3 familles qui sont potentiellement intéressantes pour les problèmes de détoxification et de protection. La famille SLCO et la famille SLC22, qui sont des transporteurs qui vont catalyser le transport d'anions et de cations organiques divers et variés. Alors que les familles ABC vont plutôt prendre en charge des composés qui sont très lipophiles, voire amphiphiles. Donc il y a un peu des spécificités de substrat. Il faut savoir également que ces transporteurs des familles SLCO et SLC22 prennent en charge également un certain nombre de molécules endogènes, anions organiques, et particulièrement des molécules impliquées dans la neuroinflammation. Enfin, il existe des transporteurs macromoléculaires que j'ai listés là aussi. Par exemple, des transporteurs d'anticorps, comme le néonatal récepteur pour le fragment FC, qui vont être capables de transporter toute une série d'anticorps différents. Alors, ce qu'on a fait pour essayer de se rendre compte quelle était la capacité des plexus choroïdes à réaliser ces mécanismes de transport des flux multispécifiques, on a réalisé une analyse transcriptomique en mixant des techniques de RNA sequencing et par puce de type Affymetrix. Et pour faire simple, donc en fait, la ligne 0 représente le niveau d'expression chez l'adulte, et toutes les droites, toutes les courbes qui sont au-dessus de cette ligne 0 correspondent à des transporteurs qui sont plus exprimés au cours des développements que chez l'adulte, et celles qui sont en dessous correspondent aux transporteurs qui sont moins exprimés au cours des développements que chez l'adulte. Alors on s'aperçoit premièrement on a pu détecter un certain nombre de transporteurs de famille ABC dans les plexus choroïdes. Il n'y en a pas un, il y en a un bon paquet, une petite dizaine, et qu'ils sont quand même majoritairement plus exprimés dans le plexus choroïde en développement que dans le plexus choroïde adulte. C'est un petit peu la même chose pour les transporteurs des familles SLCO et SLC22, où on a un grand nombre de transporteurs également. Pour SLC22, ils sont exprimés à peu près de la même manière chez l'adulte et en développement périnatal. À E15, il y a une plus grande variabilité, avec certains qui sont clairement impliqués dans des mécanismes très précis de développement, parce qu'ils n'apparaissent que là, et d'autres qui sont clairement absents. Mais dès E19, chez le rat, c'est quand même précoce, on a une expression importante de ces transporteurs. Alors on n'a pas la fonction sur tous ces transporteurs actuellement encore, bien sûr. Et je voulais juste terminer ces problèmes de transport par un exemple de transport macromoléculaire, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, les flux d'immunoglobulines. On sait, peut-être commencer là, on sait que par des expérimentations qui ont été faites par William Partridge, la demi-vie d'un anticorps dans le cerveau est relativement faible. Il est relativement vite éliminé du cerveau, en tout cas plus rapidement que ce que l'on pourrait calculer par le simple renouvellement du liquide céphalorachidien. Et on a pu mettre, nous, en évidence au laboratoire un mécanisme d'efflux
au niveau du plexus choroïde, qui est unidirectionnel, c'est-à-dire qu'un anticorps placé dans le sang ne rentre pas ou très peu côté liquide céphalorachidien, alors qu'un anticorps placé côté liquide céphalorachidien passe très rapidement dans le sang. On voit bien cette énorme différence-là. Donc un mécanisme d'efflux qui participe à l'élimination des anticorps. Ce mécanisme est, un certain nombre d'expérimentations que je ne montre pas là, probablement lié à l'expression du récepteur FcRn. FcRn, dont on voit ici qu'il est présent dans le plexus choroïde avec un marquage qui est très net d'EP2 et même avant en fait. Et le profil développemental de ce FcRn montre une fois de plus une expression qui est tout à fait conséquente chez l'animal à E19 et AP2 par rapport à l'adulte. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Alors là, je pense que l'idée, c'était un petit peu de vous convaincre que les fonctions de neuroprotection dans le plexus choroïde sont, on peut dire, matures durant la période périnatale, que ce soit au niveau des jonctions serrées, que ce soit au niveau des mécanismes d'efflux, que ce soit au niveau des protéines et des enzymes de détoxification. Et un petit peu plus spécifiquement, on a donc pu montrer qu'il y a une régulation développementale de la composition, même si elle est complexe, la composition des protéines des jonctions serrées, la composition moléculaire des jonctions serrées, qui probablement est en relation avec une nécessité de transport via des canaux qui se met en place à la naissance, c'est probablement lié à la sécrétion du LCR. On a pu montrer que la détoxification choroïdienne et sans doute épandymère, les capacités de détoxification sont en fait supérieures dans le cerveau en développement par rapport à celles qui sont mesurées dans le cerveau adulte. Ce qui nous fait dire, alors ça c'est plus une hypothèse, c'est plus pour l'image, que le choroïde plexus pourrait se comporter un petit peu comme un petit foie détoxifiant pour le cerveau à des moments où le foie lui-même est encore très peu efficace. Enfin, on a montré qu'il y a des transporteurs d'efflux multiples au niveau de la barrière sang liquide céphalorachidien et que leur expression choroïdienne est similaire dans les stades périnataux et dans les stades adultes. Alors là, on n'a pas encore énormément de données fonctionnelles, on commence à en avoir. Alors, basé sur ça, ces travaux donc, appellent plusieurs questions et nous font prendre plusieurs directions de recherche pour le futur, auquel on a commencé à travailler. La première question qui se pose, si ces plexus choroïdes sont efficaces pour protéger dans une certaine mesure le liquide céphalorachidien et le cerveau en développement, est-ce que ces fonctions de neuroprotection sont altérées au cours des pathologies périnatales? C'est quelque chose qui est important puisque les pathologies périnatales peuvent avoir des conséquences sur le long terme qui sont dramatiques, qu'un certain nombre de désordres du système nerveux central, comme la palsy cérébrale, comme l'autisme ou la schizophrénie, ont une composante au moins partielle périnatale. Et donc, on est en train d'analyser le niveau d'efficacité de ces mécanismes de protection dans différents modèles animaux de pathologies périnatales, comme les infections materno-fœtales, les pathologies hypoxo-ischémiques qui conduisent à la leucomalacie périventriculaire, par exemple, l'exposition à des toxines de l'environnement, mais également à des toxines endogènes, comme par exemple ce qui se passe pour la bilirubine dans le cadre de la jaunisse pathologique. Et à ce titre, dans ce cadre-là, par exemple, je mets un exemple là d'une dérégulation de la protéine MRP1. Il s'agit de la protéine, donc il y a 50% à peu près de diminution des capacités de transport dans les plexus choroïdes chez le rat hyperbilirubinémique par rapport au rat normal. Ça, c'est le premier aspect qui, je pense, sur lequel il est nécessaire de travailler. Le deuxième aspect concerne le rôle des plexus choroïdes et du liquide céphalorachidien dans le contrôle de la neuroinflammation dans le cerveau en développement. Pourquoi je cite ça là après cette présentation? C'est parce que ces transporteurs des familles SLC-O et SLC22, dont je vous ai montré à la fin l'expression dans le développement, en fait acceptent un certain nombre de médiateurs de l'inflammation comme substrat. Et on pense qu'en particulier, il pourrait être impliqué dans la régulation des taux, dans la régulation de la biodisponibilité cérébrale de composés comme les leucotriènes ou les prostaglandines, qui sont impliqués dans les processus neuro-inflammatoires. Enfin,
il y a une claire demande pour plus de neuroprotection au cours des pathologies périnatales, de manière à limiter au maximum les conséquences dramatiques de ces pathologies. Et donc, on se demande s'il n'est pas possible d'induire pharmacologiquement les enzymes de détoxification et les transporteurs au niveau des plexus choroïdes. Savoir que dans le foie, ces enzymes et ces transporteurs sont sous la régulation d'un certain nombre de facteurs nucléaires et de facteurs de transcription dont nous avons montré, j'en ai cité 2 ici, CAR et NRF2, mais il y en a d'autres, qui sont particulièrement bien exprimés dans le plexus choroïde. Et on pense qu'il est possible, par des moyens pharmacologiques, d'activer certaines de ces voies de transcription, comme par exemple ici NRF2. Donc on peut, par activation pharmacologique, transloquer dans le noyau, ce qui devrait pouvoir conduire à une augmentation de l'efficacité de ces mécanismes de détoxification. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais remercier les personnes donc, qui ont participé à ce travail dans notre groupe et sur la plateforme dans laquelle on développe nos modèles d'études d'interface sans cerveau. En particulier les chercheurs postdoctoraux Cathy Monkonen qui avaient initié ce travail il y a déjà un certain temps et qui a été repris ensuite dans le cadre du projet européen Neurobit par Ingrid Kratzer, et Nathalie Straziel qui a participé fortement à ce projet sur ses fonds propres européens. Je veux citer également nos collaborateurs italiens, Silvia Gazin et Claudio Ciribelli, pour tout ce qui est mécanisme de transport dépendant d'ATP. Et puis la collaboration avec Norman Sanders de l'Université de Melbourne pour tout ce qui est état des barrières au cours du développement en général. Je vous remercie de votre attention.